Merci infiniment d'être là ce soir pour cette conférence, ce talk, cette discussion qui s'intitule « Rebelle-toi, fais une pause ». C'est un partenariat entre l'association Minds, entre Dialoguer et la Fondation Convergence en collaboration avec Ressources Mindfulness. Je vous donne quelques petites infos pratiques parce que des photos et des vidéos vont être prises ou une caméra est en train de tourner. Et si d'aventure vous ne voulez pas apparaître sur ces images, vous pouvez, à l'issue du talk, quand il y aura l'apéritif, vous adresser à deux personnes qui sont censées lever leurs mains. Où sont-elles? Marie qui lève la main là. Et puis, ou en tout cas elle, et peut-être il y aura une deuxième personne qui lève la main en même temps qu'elle. Non, personne d'autre. Ok. Alors, auprès de Marie, au cas où, si jamais vous ne voulez pas apparaître, c'est aucun problème. La chose que vous pouvez noter aussi, c'est que durant tout le talk, les caméras sont on, il y a des photos qui sont prises, mais à partir du moment où il y a le moment de méditation, et les questions du public, alors les caméras sont éteintes. Donc là, personne ne sera filmé. Vous dire aussi que j'ai l'honneur de participer à ce talk en tant que directrice de la Fondation Convergence. Ici, vous êtes dans les lieux c'est un hôpital pédopsychiatrique. C'est la première fois dans l'histoire du canton de Genève que la psychiatrie se trouve au centre de la ville. Et évidemment, la pédopsychiatrie, ce lieu s'appelle la Maison de l'enfance et de l'adolescence. Et ici, on soigne des enfants de 0 ans jusqu'à 25 ans. Et la Fondation Convergence a été créée par les HUG pour ouvrir les lieux à la cité, pour dialoguer avec la cité, pour faire se rencontrer des mondes qui d'ordinaire ne se rencontrent pas. Et fait remarquable, évidemment, la psychiatrie au centre d'une ville, c'est non seulement rare, mais c'est aussi une très très belle idée. Donc voilà, on est très très content de pouvoir, à travers la culture, d'ouvrir les portes de ce lieu. Et voilà, maintenant je vais laisser la parole à Andrea, à Abdou. Ah non, à toi, pardon. Viens. Tiens, tu vas tenir ça aussi. Ça. Je parle là-dedans. Bonsoir tout le monde. Merci Lynn pour cette introduction. Nous, on a un réel plaisir de collaborer avec différents partenaires tel qu'on le fait ce soir. C'est méga important pour dialoguer. Donc dialoguer, ça défend les droits des personnes LGBTQ+. C'est un acronyme qui réunit en fait une population diverse, mais qui ont en commun une discrimination individuelle et structurelle les concernant. Pour nous, on a aussi un objectif qui est assez important, c'est de pouvoir valoriser les ressources à disposition pour avoir une bonne santé mentale, comment la cultiver et comment la maintenir. Et en l'état des faits, en attendant que l'ensemble du réseau santé sociale soit capable d'accueillir finalement une population LGBTQ+, de manière spécifique, professionnelle et accueillante, on se doit de multiplier le partenariat et le pacte santé sociale. C'est là-dedans qu'on s'inscrit ce soir, c'est là-dedans qu'on va aussi essayer d'étendre finalement nos savoirs, nos échanges à travers une pratique qui est exigeante ou accessible, et on aura vraiment l'occasion d'entendre les différents experts et partenaires que nous avons ce soir. Donc je remercie l'ensemble des personnes qui ont collaboré là-dessus. Je vais juste lire les prénoms et les noms, comme ça j'oublie personne et je pourrai dormir tranquillement ce soir. Donc, je remercie Lynn Lévy-Orsi, qui est la directrice de la Fondation Convergence, également l'équipe de Mind avec Andrea Pereira, qui est à la direction, Marie Thorez, qui est la chargée de communication, Giovanna Santangelo, qui nous a également aidé pour la communication, et l'ensemble de l'équipe de chez Minds. Je remercie également Jean-Philippe Jacques, Frédéric Monera, Erwan Treger de Ressources Mindfulness, qui participent également à la mise en place de ce dispositif et de la proposition qui vous est faite ce soir. Chez nous, je remercie Miguel Limpo, qui était à la charge de la communication. Et finalement, j'aimerais remercier nos invités expertes, Rachel Bocara, Caramel Bouquet et la doctoresse Camille Nemitz-Piguet. Merci et je passe la parole à la directrice Andrea Pereira.
Voilà, bonsoir, bienvenue. Donc, je suis Andrea Perra, je suis la directrice de l'association Minds. Je suis vraiment ravie d'être là et c'est vraiment un plaisir de voir le public qui est réuni ici ce soir. Donc, l'association Minds, pour les personnes qui n'auraient pas encore la chance de nous connaître, on œuvre pour une société dans laquelle tout le monde favorise le bien-être de tout le monde, la santé mentale de tout le monde. Donc, on se bat pour une vision positive de la santé mentale, où la santé mentale n'est plus un sujet culpabilisant ou un sujet difficile à aborder. Parce que la santé mentale, c'est avant tout une ressource pour mener la vie épanouissante que l'on souhaite mener. Et dans le cadre de nos activités, on organise ces événements. Donc, ces Minds Talk, qui sont des événements dont l'objectif est de se rencontrer, d'ouvrir le débat, d'aborder des sujets de société qui sont peut-être encore tabous parfois, et voilà, de créer le débat, la discussion entre nos experts, que j'aurai l'occasion de vous présenter dans un instant, et vous aussi, le public. Le but, c'est vraiment d'échanger, de partager vos témoignages, vos connaissances, vos expériences, etc. Et l'objectif, c'est de débattre de ces sujets-là et puis d'essayer de mieux comprendre comment est-ce qu'ensemble, on peut créer une société plus inclusive et une société qui favorise le bien-être de tout le monde. Donc, je vais rejoindre mes intervenantes. Et changer de micro. Je ne sais pas. Voilà, ce micro fonctionne aussi, merveilleux. Donc le talk de ce soir, il s'intitule « Rebelle-toi, fais une pause ». Et donc, on va aborder le sujet de la pleine conscience. La pleine conscience, la mindfulness, la méditation. Voilà. Ce soir, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière tous ces mots, de quoi il s'agit exactement. Donc moi, je vais vous dire quelques mots en introduction, mais on va surtout entendre nos expertes qui vont nous parler de tout ça. Donc la pleine conscience, en anglais mindfulness, la définition peut-être consensuelle qu'on peut en faire, c'est de dire qu'il s'agit de focaliser son attention sur le moment présent, en portant attention à ses pensées, à ses émotions et à ses sensations physiques, sans les juger comme étant bonnes ou mauvaises, mais simplement en les acceptant, en les remarquant et en les acceptant telles qu'elles sont. Donc, il existe différents types de pratiques de la mindfulness. Ce qui est central à toutes ces pratiques, c'est le moment présent. C'est le fait de faire une pause, de porter son attention, de se ralentir et de se connecter au moment présent. Donc, on peut pratiquer la mindfulness par la méditation, mais pas seulement, et on verra toutes les autres formes de pratiques qui peuvent exister. Il y a de nombreuses études scientifiques qui démontrent les bienfaits pour la santé mentale de cette pratique, alors notamment pour réduire la souffrance, donc la souffrance mentale, donc ça peut être de réduire l'anxiété, de réduire les symptômes dépressifs, la détresse psychologique, la colère et également le stress. Et ça a aussi des bienfaits pour les douleurs physiques. Et ça permet en plus de booster le bien-être. Donc non seulement de réduire la souffrance, mais aussi bien de booster le bien-être, de susciter plus d'émotions de joie, d'espoir et de satisfaction dans sa vie. Et parmi les mécanismes qu'on suppose, les mécanismes potentiels pour ces bienfaits, il y a des études qui ont observé des véritables modifications dans certaines structures cérébrales suite à la pratique de la mindfulness, notamment les parties qui sont impliquées dans la régulation de l'attention et la régulation des émotions, donc le cortex préfrontal et d'autres zones liées à la modulation des émotions. Et donc ces modifications-là, en fait, elles auraient pour effet de susciter moins de rumination, une meilleure régulation émotionnelle, une meilleure attention et plus de compassion envers soi-même et une meilleure flexibilité psychologique. Et également susciter moins de réactivité, donc moins d'impulsivité. Donc ça serait utile pour briser certaines habitudes un peu difficiles, notamment peut-être des consommations addictives de substances ou des comportements addictifs. Donc, il semble que c'est un comportement qui soit bénéfique pour la santé mentale et donc un comportement qui mérite d'être promu, qui mérite d'être connu du grand public. Mais néanmoins, on sait qu'il y a de nombreux mythes qui entourent cette pratique et on peut aussi critiquer certaines des études qui ont été faites autour de cette pratique. Et donc, on va essayer ce soir de démêler le vrai et le faux et puis de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut croire et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on va chercher à répondre à des questions telles que, déjà, c'est quoi exactement la pleine conscience? C'est pour qui? Ça sert à quoi? Et qu'est-ce qu'on peut réalistement et légitimement attendre de cette pratique?
Donc pour ce faire, j'ai trois invités avec moi ici ce soir. Donc je vais lire pour ne rien oublier de dire sur nos intervenantes. Donc tout d'abord, nous avons Rachel Vocara, qui est psychothérapeute indépendante, représentante chez Dialoguet, spécialisée en thérapie LGBTIQ+ affirmative, sophrologue et formatrice en hypnose. Ensuite, nous avons la docteure Camille Nemitz-Piguet, qui est psychiatre, médecin adjointe agréée aux hôpitaux universitaires de Genève et à la faculté de médecine. Et Caro Maille, qui est praticienne et formatrice en pleine conscience, qui a été moniale pendant 18 ans dans le village des Pruniers, qui est un centre de pratique internationale qui a été fondé par le maître Zen Thich Nhat Hanh. Elle pratique maintenant la mindfulness chez Ressources Mindfulness notamment, mais aussi dans des cadres scolaires, d'institutions sociales pour les communautés LGBTIQ+. Donc merci à toutes les trois d'être là, on se réjouit vraiment de vous entendre. Et donc je vais juste finir cette introduction pour vous annoncer le déroulement de ce tour. Donc on va entendre nos trois invités les unes après les autres. Ensuite on aura un petit moment d'échange et de discussion. À la fin de ce moment de discussion, on éteindra les caméras. Et là on aura la chance d'avoir un moment de pratique de la méditation qui sera guidé par Caro Maille. Et suite à ce moment de pratique, on ouvrira la discussion avec le public. Et on se réjouit d'avoir vos retours d'expérience sur ce moment de pratique ou aussi de manière plus générale. Voilà, donc je cède la parole à Rachel. Merci beaucoup d'avance. Merci. Micro. Vous m'entendez? Voilà, j'ai mes petites feuilles moi aussi. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous autour du thème de la pleine conscience. Mon histoire avec la méditation débute quand j'étais jeune adulte. Je la pratiquais pour moi au départ. J'avais rencontré un maître de méditation qui m'a initiée. Et puis, avec le temps, je l'ai intégrée en fait, à ma pratique thérapeutique avec mes patients. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la méditation de pleine conscience de mon point de vue de psychothérapeute. Pour les personnes qui souhaitent savoir un petit peu d'où vient la méditation, au départ, bon, on en a parlé, mais c'est vrai que ça trouve ses racines dans les enseignements bouddhistes. Et puis après, ça a été adapté plus de manière contemporaine. Et puis c'est vrai que maintenant, c'est utilisé dans divers domaines, comme la psychologie, en médecine, dans le domaine du bien-être. Voilà, la mindfulness, elle a gagné maintenant vraiment beaucoup plus en popularité. Méditer, c'est quoi? On en a un petit peu parlé, il y aura peut-être des choses que je vais redire, je ne sais pas. C'est s'arrêter, comme tu l'as dit. Prendre le temps de se recentrer sur soi-même, prendre un temps de présence à soi-même qui nous permet de nous extraire en quelque sorte du mode automatique dans lequel on est au quotidien. Nous devons faire ceci, cela, pris dans un rythme effréné sans pouvoir suffisamment y couper court et puis souffler. Je vais tourner mes petites feuilles au fur et à mesure. Méditer, donc, c'est connecter avec son esprit, son corps, ses émotions, retrouver son unité. On peut le faire de plein de manières, souvent en position assise, se concentrant sur sa respiration, en observant ses pensées, comme Andrea l'a dit, en accueillant tout ce qui se présente à nous, sans jugement, avec bienveillance. Ça peut être aussi en intégrant des moments de pleine conscience dans ces gestes quotidiens, comme par exemple quand vous prenez votre café, vous buvez votre café, vous buvez peut-être pas d'une traite, vous prenez le temps vraiment de sentir la température du café dans la bouche, la saveur, sentir que ça descend, le savourer vraiment, ralentir même vos gestes pour être plus présent. Ça peut être aussi en marchant, plus lentement que d'habitude, simplement, et puis être attentif au contact du sol sous vos pieds, de vos mouvements quand vous vous déplacez, de ce qui est autour de vous. Ça, ce sont des moments de pleine conscience aussi. Nous sommes alors dans un moment de présence, de conscience, de pleine conscience, présent ici et maintenant, dans l'instant qui se vit. Nous ne sommes plus dans notre fonctionnement de conscience, ou je devrais même dire dans notre fonctionnement d'inconscience, habituel, mais dans un état qui nous donne une autre ouverture sur nous-mêmes et le monde autour de nous. C'est un état de pleine conscience qui nous ouvre de nouvelles possibilités de comprendre, de percevoir, de ressentir, au-delà de ce que l'on fait habituellement. Avec la pratique régulière, cet état de conscience s'élargit au-delà du moment de la méditation, des moments de la méditation. Ça devient une manière d'être au monde, un peu en quelque sorte, une nouvelle quotidienneté. Toute notre vie s'en trouve imprégnée,
Un peu comme si on porte des nouvelles lunettes avec des nouveaux verres plus larges, avec une plus belle couleur. On voit les choses un peu différemment. C'est pas magique, hein, mais voilà, c'est un peu différent. Donc on vit les choses différemment. C'est pour cette raison qu'il est important, à mon sens, d'avoir une pratique régulière de la méditation. C'est quelque part un entraînement, un peu comme on s'entraîne quand on fait du sport pour avoir des résultats. Il faut s'entraîner aussi à méditer pour mieux vivre. Cette régularité de la méditation, donc, elle apporte énormément à celui qui la pratique. Dans notre vie de tous les jours, on est confronté à de nombreuses situations et de nombreux vécus, hein, vous tous. Et c'est là que la méditation prend tout son sens, ça nous permet par ses bienfaits en fait, de traverser mieux ces moments de vie. C'est pour répéter peut-être certaines choses et peut-être en rajouter, je ne sais pas, ça calme l'esprit, elle aide à cultiver la présence à soi et au monde, elle offre de très nombreux bénéfices comme la réduction du stress, le stress pouvant venir de diverses sources bien sûr. Ça améliore la concentration, on peut avoir une meilleure gestion des émotions, elle réduit l'anxiété, la dépression et elle permet de renforcer aussi la résilience mentale, de reprendre confiance en soi, d'augmenter son estime personnelle et d'améliorer la qualité de vie globale de chacun. On a plus de clarté mentale et elle aide à développer aussi une perspective plus équilibrée sur les défis de la vie. Voilà, ça, tu l'as dit aussi, ça renforce l'immunité, donc il y a beaucoup de bénéfices. Moi j'aime beaucoup l'image dont parle Jon Kabat-Zinn dans son livre Au cœur de la tourmente, la pleine conscience, quand il parle de l'océan, des vagues parfois énormes, et si fortes soient-elles, en profondeur ça reste calme, bien en profondeur parfois, mais ça reste calme malgré la tourmente. Et c'est ça dont on cherche à s'approcher avec la méditation. C'est-à-dire, méditer, c'est pas être zen en permanence, c'est pas penser, ne pas penser du tout, ne penser à rien ou ne pas éprouver des choses difficiles à vivre. Méditer, c'est pouvoir être au cœur de soi-même, pouvoir s'ancrer dans cette sérénité qu'on recherche, qu'on cultive, cet apaisement profond, et malgré les tourmentes de notre vie. C'est-à-dire, en fait, coexister avec les difficultés que l'on a, en gardant un certain bien-être. On vise donc à développer une qualité de présence qui est focalisée sur le moment présent, indépendamment des circonstances, pour nous permettre de traverser cette vie, même s'il y a des vagues, des tempêtes, et pour pouvoir garder à l'intérieur de nous, quelque part, cet ancrage auquel on peut se raccrocher quand on en a besoin. Un peu pour traverser les météos de notre vie. Hein. Donc par la méditation, on peut traverser les moments difficiles en ayant malgré tout des moments de bonheur, des moments de bien-être. C'est ça un peu, hein. Malgré les moments difficiles, c'est de voir que ça ne prenne pas toute la place. Hein. Qu'on puisse voir dans ce tableau, il y a un moment difficile, mais il y a des choses autour, et puis qu'on puisse réussir à porter ce regard aussi sur ce qui va malgré tout. Une autre image que j'aime bien, c'est ces grands arbres centenaires qu'on peut trouver parfois au parc Lagrange. J'adore quand je passe là-bas. Moi, je les imagine dans la tourmente, il y a les branchages, les feuilles, ça bouge, ils perdent des branches, etc. Mais ils sont bien ancrés. Hein. Nous aussi, on a cette capacité quelque part à rester bien ancrés malgré le fait que des fois, on est bien décoiffé. Donc, le micro, pardon. Ce qui nous est offert par la pleine conscience, c'est accéder à cette nouvelle façon d'être, redonner de la valeur à chaque chose, aux belles choses aussi, et accéder à une nouvelle façon de considérer les problèmes, d'être en relation avec les difficultés de notre vie qui peut rendre la vie, et ça peut rendre la vie plus joyeuse, plus riche aussi. Réaliser que quelque part, on peut quand même avoir un contrôle sur notre vie, être acteur ou redevenir acteur parfois, et pas forcément uniquement la subir, voilà, peut-être parfois dans des moments plus particuliers que d'autres. La pleine conscience, c'est une façon particulière d'être présent, donc, qui développe en nous une conscience plus pleine. En regardant plus profondément en nous-mêmes, dans un esprit d'examen et de compréhension de soi, on accède et on développe des moyens puissants de compréhension de nous-mêmes et de guérison. C'est là que je fais le lien avec ma pratique thérapeutique. Quand la méditation de pleine conscience elle est intégrée à une pratique thérapeutique, d'après moi, ce que je constate, c'est que tous ces bénéfices s'en trouvent renforcés.
Parce qu'ici, la notion de conscience en thérapie, elle prend encore une autre dimension, une autre perspective dans la thérapie. Parce que quand on travaille en thérapie, on touche à une conscience que je décrirais comme une conscience plus élargie. On touche de plus près encore à sa dimension, sa propre dimension existentielle. On travaille plus en profondeur et on pratique la pleine conscience en vue de transformer plus profondément quelque chose en nous et de nous accomplir plus pleinement. C'est en quelque sorte la méditation un catalyseur de transformation qui permet de prolonger la thérapie dans le quotidien. Parce que quand on parle de méditation de pleine conscience, on parle de conscience, mais la conscience, c'est quoi? Alors on en a peut-être chacun, vous avez certainement chacun votre idée de ce qu'est la conscience. Moi, depuis que je pratique dans mon métier, je me suis toujours intéressée aux états modifiés de conscience, que ce soit à travers la méditation, mais l'hypnose aussi, parce que je pratique l'hypnose, et puis à travers des livres, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et la conscience, elle est souvent définie comme un état mental subjectif qui permet la perception de soi-même, de son environnement, comme la capacité à être conscient de ses pensées, la capacité à être conscient de ses émotions, de ses actions. Ok, oui, c'est sûr. Mais pour moi, la conscience, c'est bien plus qu'un état mental, qu'une compétence. De nombreux philosophes ont écrit aussi à ce sujet. Et depuis, les scientifiques, les médecins, les chercheurs voilà, se sont penchés sur la question. Quand on parle de conscience, on parle de notre être dans le sens plus profond, le plus fondamental. Pas juste une compétence, c'est pas juste une capacité à se concentrer, à se détendre. C'est un état d'être, à mon sens. La conscience, c'est le fondement de ce que nous sommes intrinsèquement. Quand nous méditons en pleine conscience, nous ne nous mettons pas juste en contact avec notre mental, mais avec tout notre être. Si vous avez déjà médité, quand vous fermez les yeux, vous n'êtes pas juste en contact avec vos pensées, il y a plein de choses qui se vivent à l'intérieur de vous. Vous pensez, mais vous éprouvez des émotions, donc vous êtes dans votre ressenti, et vous percevez des choses dans votre corps. Tout est lié, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous percevez. Donc quand on médite, on est avec tout notre être. Et ceci, c'est dans toute notre dimension temporelle, c'est-à-dire que on est la somme de tous nos vécus. Vous êtes la somme de tous vos vécus passés. Vous êtes la somme de tous vos vécus présents et de ce que vous projetez pour votre avenir. Quand nous nous connectons en pleine conscience, c'est avec tout ça que nous nous connectons. Avec nous-mêmes depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Avec tout ce que nous sommes en fait. À cet instant-là, vous êtes en train de m'écouter. Vous êtes tout ce que vous avez été et même ce que vous imaginez être plus tard. Donc, méditer, en fait, c'est accéder à notre histoire, à notre historicité. Donc, c'est ce que nous sommes qui se transforme quand on médite. Ce n'est pas juste un regard, une attitude, une habitude qui naît ou qui évolue. On n'acquiert pas juste de nouvelles capacités, mais on se transforme fondamentalement. Dans transformons, on se forme à travers. C'est-à-dire qu'à travers la méditation, on se transforme, on se reforme, on évolue. C'est pour cette raison que travailler avec la méditation de pleine conscience en thérapie, ça prend tout son sens. Parce que quand on est avec notre conscience, on est en conscience avec nous-mêmes, dans ce qu'on est au plus fondamental de nous, avec notre essence. Et on est dans le lieu où tout se vit et où tout peut se transformer. C'est en fait une manière d'être et de nous saisir de la vie qui évolue. Et si on veut aller un peu plus loin aussi, ce qui est très intéressant, c'est que pour notre conscience, tout n'est que présent. C'est-à-dire que le temps est unitaire, je m'explique. Tout ce dont vous vous souvenez de votre vie passée, si vous pensez à un souvenir maintenant, votre enfance, ces derniers mois, hier, avant-hier, il y a quelques minutes avant de venir vous installer ici, tout ce que vous projetez pour votre futur, l'apéro après le talk, tout ce que vous allez faire ce soir, en rentrant, demain, dans un mois, un an ou plus, tout ça, bien que ce soit le passé ou le futur, pour votre conscience, en fait, c'est comme si c'est maintenant que ça se vit. Parce que quand vous y pensez, quand vous le ressentez, c'est à l'instant même que vous éprouvez tout ça, que vous pensez à tout ça, que vous imaginez tout ça. Votre conscience, elle le reçoit comme si c'est maintenant, comme si c'est actuel.
Et donc, dans l'instant présent, tout est lié. Passé, présent, futur. Et en thérapie, quand on travaille en pleine conscience, en fait, donc on ne travaille pas uniquement sur ce qu'on vit actuellement, même si on parle de nos moments présents, mais on parle de notre dimension totale, passé, futur. On travaille donc sur nous, dans toute notre unité, avec la méditation. Notre présent s'améliore, parce qu'on le fait dans le moment présent, mais également notre passé et notre futur. Eux aussi sont éclairés par le travail qu'on fait de différentes manières. Par le fait qu'on le fait maintenant et du fait que tout est lié. Et donc, rien n'est délimité dans le temps. Hein. La méditation, en fait, ça booste la thérapie. Donc avec la mindfulness au sein de la thérapie, on est vraiment au cœur de nous-mêmes et on a beaucoup de possibilités. On a tous vraiment au fond de nous des ressources inconscientes et inépuisables dont on ne se rend même pas forcément compte. Hein. Et c'est vrai qu'on ne prend pas le temps en plus souvent de les explorer, de s'arrêter, d'ouvrir, d'élargir notre conscience. Donc je crois que c'est là que c'est important justement de faire ce qu'on fait maintenant, ensemble ici, et puis que je vous souhaite de faire plus tard, et que peut-être vous faites déjà, c'est-à-dire prendre le temps de s'arrêter et de faire une pause. Faire cet acte de rébellion, hein, à contre-courant parfois, où on se dit je prends ce temps, ici, maintenant, pour moi. Se retrouver soi-même, au cœur de ce qu'on est, parce que trop souvent, je suis persuadée que bon nombre d'entre vous, comme moi aussi parfois évidemment, vous vous oubliez, vous vous faites passer après ci, après ça. Et donc, trêve de discours, tout ça c'est bien beau, mais rien de tel que d'expérimenter par soi-même, donc ça tombe bien, on va pouvoir le faire tout à l'heure. Voilà. Merci pour votre écoute. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis invitée aussi ce soir pour parler un petit peu de l'aspect plus médical ou scientifique de la méditation pleine conscience. Donc, c'est vrai qu'Andrea a déjà un petit peu mentionné comment est-ce qu'on peut modéliser ces effets dont tu as parlé d'un point de vue peut-être plus psychologique notamment. Donc, tu as mentionné l'entraînement à l'attention, notamment à la régulation émotionnelle. Tu l'as aussi dit dans ce que tu as décrit, hein, cette conscience aussi des sensations corporelles, ces consciences de soi. Et puis, donc, on pense que tout ça ensemble améliore effectivement cette régulation, avec aussi cette dimension de posture, de non-jugement, de posture bienveillante. Et puis, quand c'est bien fait, cette dimension spirituelle, qui peut être plus ou moins présente. Et je pense qu'elle est plus ou moins présente parce que ces pratiques de mindfulness, ces valeurs de mindfulness ont été adaptées à la fin des années 70 pour le monde médical, effectivement dans le contexte de pouvoir aider des patients avec des douleurs chroniques, et puis ont été laïcisées, donc avec des programmes de 8 semaines, un peu plus, mais en général c'est 8 semaines, qui constituent une grande partie de l'offre actuelle des programmes de méditation pleine conscience, et qui sont aussi ceux qui ont été beaucoup étudiés dans la recherche actuelle. Hein. Donc vous avez peut-être déjà entendu MBSR, donc Mindfulness Based Stress Reduction, il y a ceux pour la prévention des rechutes dépressives, etc. Puis effectivement, comme tu l'as dit, ces programmes ont montré vraiment une très bonne efficacité pour les douleurs, pour la diminution du stress et de l'anxiété, pour la prévention des rechutes dépressives notamment. Et de nouveau, ces programmes ont aussi montré certains effets sur le cerveau. Il y a quand même quelques nuances à apporter, parce que je crois qu'une chose qui est importante à dire, c'est aussi que entre faire 10 minutes de mindfulness, en faire 8 semaines ou avoir une pratique régulière de toute une vie, ça ne fait pas les mêmes effets sur le cerveau que vous pouvez imaginer. Et qu'en fait, les études, par exemple, n'ont pas montré forcément de différence en termes de structure cérébrale après 8 semaines. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences de fonctionnement, et ça, on peut le montrer, on l'a montré. Et puis ce qui veut pas qui est encore différent de pratiquer toute une vie et puis de pouvoir atteindre des états de conscience modifiés qu'on peut aussi voir et mesurer différemment. Donc peut-être une première chose, c'est de dire que c'est vrai que la pratique, on sait que c'est au départ quelque chose qui va demander un effort, hein, ça semble facile, l'attention au moment présent, mais si vous avez essayé, vous savez que ça ne l'est pas. Donc il faut un entraînement, il faut une pratique régulière, et puis après, à un certain moment, ça va devenir quelque chose qui est beaucoup plus automatisé. Donc ça reste effectivement
des pratiques, notamment ces programmes qu'on a pu étudier qui vraiment ont montré des très bons résultats en termes de santé globale, mais voilà, qui ne sont pas magiques non plus et qui demandent notamment un certain investissement puis une motivation à le faire, etc. Et puis alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que ce qui m'intéresse aussi moi, c'est l'adaptation notamment pour les plus jeunes. Et puis là, les résultats de la recherche sont quand même aussi un peu plus mélangés, on va dire, avec certaines études qui ont montré une amélioration pour les plus jeunes et puis d'autres études qui ont de la peine à reproduire en fait ces résultats. Donc c'est aussi pour vous dire que dans le champ actuel de la recherche sur la méditation pleine conscience, on est vraiment en train d'essayer de mieux comprendre pour qui ça marche le mieux, pour qui en retire le plus grand bénéfice, dans quel contexte aussi, avec quel type d'intervention, parce qu'il y a aussi tout un champ d'intervention différent. Et puis donc pour vous donner un exemple, nous on avait fait une étude ici avec les adolescents de la consultation dans laquelle je travaille, donc la consultation pour adolescents et jeunes adultes ici à la MEA, et puis où en fait on ne retrouve pas forcément de manière si claire ces résultats sur le stress et l'anxiété. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas contents de participer à l'étude, ils étaient très contents de leur participation, leurs parents aussi, mais sur nos échelles, sur la manière qu'on avait de mesurer, on ne va pas forcément retrouver une diminution de l'anxiété. Ce qui nous a fait réfléchir, et puis on a évidemment comparé avec le reste de la littérature. Et une des choses à laquelle il faut imaginer aussi, c'est que une des raisons pour laquelle on peut avoir au contraire une augmentation de l'anxiété au début, c'est que quand vous commencez à faire cet exercice d'introspection et que vous n'avez pas l'habitude et que vous êtes un ado qui peut-être jusque-là gérait son stress différemment, eh bien vous pouvez avoir au début plutôt plus d'anxiété ou plus de connexion avec vos émotions. Donc ça va aussi dépendre du timing au moment duquel on va mesurer les effets qu'on cherche à voir. Et donc ça, c'est toute une réflexion de savoir aussi de pouvoir mettre en valeur aussi. Nous, on a souvent l'impression qu'on plante un peu des graines, hein, en tout cas à cet âge-là, qui éclosent pas toujours tout de suite, mais qui vont peut-être avoir besoin aussi de temps, parce que c'est pas... voilà, c'est pas, contrairement peut-être à d'autres approches qui ont un effet plus direct, c'est aussi des choses qui vont prendre du temps à se développer. Il y a une partie vraiment de développement de soi qui va prendre du temps. Donc, encore une fois, on est convaincu que c'est un outil qui est extrêmement riche pour ces jeunes, parce que c'est un outil qui combine certains aspects qui peuvent se rapprocher d'autres thérapies, hein, comme les thérapies cognitivo-comportementales, en termes de réussir à prendre de la distance par rapport à ses émotions, comprendre comment on fonctionne, etc. Mais aussi, voilà, il y a cette dimension expérientielle, cette dimension aussi plus large, spirituelle, et aussi on dit pro-social, c'est pas très français, je crois que c'est plutôt anglais, mais en tout cas cette dimension de bienveillance envers les autres qui est fondamentale et qui est vraiment un enrichissement aussi pour, là actuellement par exemple on a une étude pour les étudiants dans le domaine de la santé qui montre vraiment alors pour le coup des bons effets sur ce développement de l'empathie et puis cette gestion du stress. Mais voilà, c'est pour dire que il ne faut pas oublier que c'est en tout cas pas une pilule magique. Ce serait aussi dommage de considérer, ça on pourra en discuter peut-être après, mais ce serait aussi dommage de considérer que offrir un programme de mindfulness dans une entreprise permet de faire l'économie, par exemple, de se poser la question de pourquoi est-ce que les gens sont stressés dans cette entreprise. Voilà, je pense qu'il ne faut pas l'utiliser non plus comme un sparadrap sur des problèmes notamment sociétaux qui sont aussi plus importants. Donc voilà, on pourra peut-être aussi aborder cette question-là. Mais en tout cas, ça reste un outil très riche, même si voilà, il y a encore un petit peu de recherche à faire, en tout cas pour notre manière voilà, très médicale de mesurer les bienfaits qui sont là, mais qui, par exemple, dans les limites aussi, parce que c'est souvent une question qu'on me pose, c'est vrai que si vous êtes en pleine période de crise, c'est pas le bon moment pour commencer, notamment quand il y a des idées suicidaires, ça on sait, voilà, c'est assez classique, mais quand il y a des traumatismes, il faut aussi être très attentif à ce que ça peut susciter. C'est pas anodin non plus, comme tout bon médicament, hein. Il y a aussi quand même des effets qui peuvent être des effets secondaires ou des effets négatifs. C'est quelque chose dont on commence à parler un petit peu plus dans le domaine de la recherche en mindfulness. Mais voilà, donc ça reste un outil qui est très riche et qu'on continue donc à proposer aux adolescents ici notamment. Mais voilà, qui demande, je pense, encore, ce qui est aussi assez, disons,
intéressant et puis qui, je pense, mériterait plus de recherche, c'est cette question de dire est-ce qu'il faut avoir déjà des symptômes pour bénéficier en fait de ce type d'approche. Donc dans les études, on voit que quand même, c'est plutôt les jeunes qui présentent déjà des difficultés, notamment de stress et d'anxiété, ou dans notre étude par exemple, ceux qui avaient un épisode dépressif dans le passé qui ont plus bénéficié de cette approche. Pourtant, il y a aussi tout un champ de la mindfulness qui s'adresse aux personnes qui vont déjà bien et puis qui cherchent plutôt à aller encore mieux ou à développer des outils pour le jour où ça ira moins bien, des outils de résilience. Donc voilà, cette question de est-ce que c'est une panacée universelle? Alors personnellement, je ne pense pas. On va quand même mentionner aussi cette grande étude anglaise qui a été faite dans les écoles, où ils ont vraiment randomisé des centaines d'écoles en fait, entre des jeunes qui pouvaient bénéficier d'un programme de mindfulness et puis des jeunes qui en fait étaient comparés à ce qui est pour eux la norme, c'est-à-dire des cours de compétences socio-émotionnelles. Et puis là, dans cette étude-là, par exemple, ils n'ont pas montré un bénéfice supplémentaire de la mindfulness par rapport à des compétences socio-émotionnelles. Donc c'est vrai qu'on voit que en général, on retrouve quand même de manière globale un effet positif de la mindfulness. Dans toutes ces études, et il y a maintenant des compilations d'études, ce qu'on appelle des méta-analyses, qui montrent vraiment de manière robuste ces effets positifs. Mais quand on regarde comparé à ce qu'on appelle un contrôle actif, donc le fait de faire quand même quelque chose qui est bien aussi pour sa santé, là les effets sont quand même petits et puis probablement assez dépendants d'une personne à l'autre. Il y a une grande variabilité en fait d'une personne à l'autre. Je peux citer aussi l'autre grande étude qui était une étude européenne, cette fois-ci plutôt pour les personnes plus âgées, donc plutôt pour les seniors, avec cette question de pouvoir éventuellement prévenir les problèmes cognitifs à un âge un petit peu plus avancé. Puis là aussi, ça ne veut pas dire que la mindfulness n'était pas bénéfique, elle était bénéfique, mais comparée au groupe contrôle, qui était cette fois-ci de faire des cours d'anglais à plusieurs, et ben en fait, on ne voit pas une trop grosse différence, parce que probablement qu'il y a quand même une composante commune qui est aussi d'être actif et d'avoir une dimension sociale qui va aussi aider pour le stress, etc. Donc, voilà, il y a quelques subtilités. Ressources Mindfulness a aussi participé à une étude locale genevoise pour les adolescents plutôt avec quelques difficultés d'apprentissage. Et puis là, les collègues comparaient le théâtre d'improvisation, la mindfulness et puis des jeux de plateau pour les émotions. Et puis là aussi, il y a un effet positif, mais qui n'est pas forcément plus grand que par exemple le théâtre d'improvisation dans ce cas-là. Donc je pense que ça reste, je le dis parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu un mouvement actuel pour faire de la mindfulness partout, pour tout le monde dans toutes les écoles. Et puis c'est pas forcément ce que disent les données de la recherche actuellement. Je pense qu'il faut réfléchir un petit peu à comment on le fait, à qui on le propose, et peut-être notamment à ceux qui en ont déjà envie, je pense que c'est important, et puis peut-être certains symptômes un peu plus spécifiques. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. J'ai bien apprécié de vous écouter. J'ai bien apprécié aussi le fait que vous soyez tous là ce soir. On sait qu'on est dans une société qu'on n'a pas beaucoup de temps et que le temps est précieux. Du coup, je voulais juste vous et nous remercier de... Voilà, vous avez choisi de prendre ce temps-là et d'être ici et pas ailleurs en ce jeudi soir. Et un merci pour ça. Vraiment. Alors, je voulais commencer par déjà par le titre qui, comme vous deux, ça m'a bien touché, ce titre-là de « Rebelle-toi, fais une pause ». Et du sens vraiment du rébellion. Alors moi je suis française, du coup j'ai un petit peu le sang révolutionnaire qui doit être, qui doit être là, je le sens bien. Et pour moi c'est vraiment ça, c'est ce sens de ok, si je m'arrête, comme Rachel disait, dans une société qui court, mais tout le temps, et on est tout le temps dans une course, de m'arrêter, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un geste et une posture de révolution et de rébellion par rapport à tout ce qui se passe.
non seulement à ce qui se passe autour de moi, mais parfois à ce qui se passe en moi aussi. Hein, parce qu'il n'y a pas qu'au dehors que ça tourne et que ça court, mais ça court pas mal là-dedans aussi. Du coup, de pouvoir m'arrêter, c'est vraiment un acte de révolution. Je voulais vous raconter un petit moment qu'on a passé avec 3 personnes qui sont ici d'ailleurs, Jean-Philippe, Abdou et Rachel. La toute première fois qu'on s'est vus pour parler de ce talk, on était dans une tea room à Montchoisy. Et on a commencé par... on va le faire ensemble, tiens. On a commencé par simplement prendre un moment et on était assis sur ces chaises de la tea room, avec notre thé et notre café devant. Et Jean-Philippe nous a dit, ou Erwan nous a dit, écoutez, asseyons-nous, on peut fermer les yeux si on veut, on peut les laisser ouverts si on préfère, et puis simplement de prendre quelques respirations. Hein, de devenir consciente de ma respiration. Il y a de l'air qui est là, qui rentre, il y a un contact avec mes narines, où je peux peut-être le sentir dans mon ventre, et de l'air qui sort. Et de prendre simplement 3 respirations conscientes, comme ça. J'inspire et j'expire. Chacun, chacune, on a des respirations plus ou moins longues. On a commencé notre réunion dans ce tea room comme ça. Alors on était 5 ou 6 personnes et on a tous fermé les yeux, on a tous pris un moment de respiration. Et pour moi, on l'a fait avec Jean-Philippe d'autres fois aussi, dans des settings un petit peu similaires. L'image qui est venue très fortement, c'était l'image des Civil Rights Movement aux États-Unis, quand ils s'asseyaient au moment, tous les mouvements avec Martin Luther King et plein d'autres personnes, qui s'asseyaient, des jeunes personnes souvent, qui allaient s'asseoir. Ça y est, c'est bon. Ouais. Qui allaient s'asseoir dans les cafés pour protester. Hein, des cafés où on servait que des blancs, et que là, ils disaient, non, il n'y a pas de raison, nous on va simplement s'asseoir et rien faire. Mais on va être là. Et là, c'était vraiment un acte de rébellion. Hein. Vraiment un acte de rébellion qui pouvait éventuellement être dangereux pour eux, qu'il a été dans plein de cas. Et quand on était assis dans cette tea room, c'est vraiment ça qui est remonté à l'intérieur de moi. C'était comme, mais attendez, là, on est en train de faire un acte de rébellion un peu pareil. Alors, avec des nuances, clairement. Mais dans la société dans laquelle on est, encore une fois, de course, c'est tout autant un acte de rébellion à l'intérieur. Et ça m'a beaucoup touchée de le faire. Et de le faire ensemble. Hein, et de voir que quand on le fait avec d'autres personnes, quand on fait quoi? Quand ce qu'on vient de faire, on a posé notre attention sur notre respiration. On est devenu conscient de notre respiration. C'est la pleine conscience de la respiration. Hein. Quand on dit pleine conscience, c'est toujours pleine conscience de quelque chose. Ça ne peut pas être juste la pleine conscience. On est toujours conscient de quelque chose. Hein. Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est être conscient de ma respiration. J'ai posé mon attention sur ma respiration. Quand on fait ça en groupe, il y a une énergie collective qui se crée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est plus facile de méditer en groupe. Hein, parce que, comme Camille disait très joliment, avec les enfants, ils plantent des petites graines. Ben, la graine de pleine conscience, on a une graine de pleine conscience à l'intérieur de nous. Chaque personne là, hein, tout comme on a la colère, tout comme on a la jalousie, tout comme on a l'amour, tout comme on a la patience, tout comme on a tout plein de choses, on a tout à l'intérieur. Du coup, la graine de pleine conscience, elle est déjà là. C'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher dans un cours et puis l'amener. Non, non, non. Elle est déjà à l'intérieur. La seule chose, c'est qu'on l'a pas arrosée, cette graine. Oui, les enfants sont d'ailleurs plus mindful que les adultes. Exactement, exactement. Parce que nous, on a arrosé d'autres trucs entre-temps. Exactement. Mais du coup, ce qu'on propose quand on parle de pratique et de pratique continue, c'est vraiment juste de se mettre dans des environnements, de me créer un environnement intérieur aussi, pour aller arroser et faire grandir cette graine de pleine conscience, qu'elle puisse prendre plus d'espace dans ma vie. Hein.
Quand je suis arrivée, Andrea mentionnait que j'ai été moniale dans un centre de pratique qui s'appelle le village des Pruniers, dans le sud de la France. Et je suis arrivée là-bas, j'avais 17 ans. Et je me souviens, on doit écrire une lettre avant de devenir moine ou moniale, une lettre d'inspiration à Thich Nhat Hanh et à la communauté. Et ce que j'avais écrit dans ma lettre, c'était que je sentais que j'avais un grand soleil à l'intérieur, mais que souvent il y avait tout plein de nuages qui venaient masquer le soleil. Et que mon aspiration profonde, c'était de pouvoir vivre avec ce soleil et de pouvoir faire rayonner ce soleil de plus en plus. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que, encore une fois, comme ça a été très magnifiquement dit par mes collègues expertes, comme on nous a appelés, c'est que la méditation et la pleine conscience, c'est vraiment un art. Hein. Thich Nhat Hanh, il parlait beaucoup de l'art de vivre en pleine conscience. C'est pas juste quand on est sur le coussin. C'est un art dans le sens qu'on est aussi créateur et créatif avec ça. Que chacun va peut-être pratiquer différemment. Il y a des gens, la marche méditative, ça marche mieux que l'assise sur le coussin, juste ça passe pas. Ça veut pas, si on ne peut pas être assis sur un coussin, ça veut dire que la méditation, c'est pas pour nous. C'est juste qu'il faut trouver autre chose, une autre manière de pratiquer et de générer cette énergie de pleine conscience, d'aller arroser cette graine de pleine conscience. Et que avec cet art de vivre en pleine conscience, comme Rachel disait très bien, que ce soit quand je bois mon thé, que ce soit quand je marche, dans mes mouvements, moi je suis aussi serveuse en tea room, et je sais que la pleine conscience, je la pratique tout le temps. Hein, c'est vraiment quelque chose qui m'aide et qui me repose, parce que je perds beaucoup moins d'énergie si je suis à l'intérieur de moi-même. Mes mouvements vont être beaucoup plus précis, je vais moins faire des mouvements qui n'ont pas besoin d'être faits, hein, je conserve mon énergie en étant consciente de mes mouvements et de ma respiration avec. Les deux pratiques très importantes que moi j'ai apprises au village des Pruniers, c'était vraiment l'attention à la respiration, la pleine conscience de la respiration et la pleine conscience de la marche. C'est ces deux choses-là. Et pour moi, elles sont essentielles et vitales dans ma vie de tous les jours pour plusieurs choses. Pour apprendre à m'arrêter, comme je disais, et pour générer cette énergie de pleine conscience. Et ensuite, pour aller voir que l'art du vivre en pleine conscience, c'est aussi l'art du bonheur. Hein? C'est l'art de voir que il y a plein de jolies choses que si je ne suis pas en pleine conscience, je ne les vois pas, tout simplement. Parce que je suis là-dedans. Du coup, je m'aperçois pas qu'il y a un oiseau qui est en train de chanter et que si je m'arrête et que je respire et que je l'écoute, il y a un truc qui change à l'intérieur. Hein, il y a quelque chose qui se dépose. Il y a éventuellement même un petit sourire qui peut se mettre. Si je suis avec ma partenaire, mon partenaire, un enfant, un parent, et que je suis dans ma tête, que je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire après, je ne l'écoute pas. Et je ne vois même pas sa présence. Et je peux pratiquer la pleine conscience de reconnaître la présence de l'autre. Pleine conscience de l'autre personne. Encore une fois, la pleine conscience qui a un objet, qui peut être une autre personne, qui peut être l'écoute. Et qui rend très heureux quand on est attentif aux choses. Hein. Ça développe vraiment une capacité à se rendre compte de toutes les belles choses qui sont déjà là, dans le moment présent, et qui peuvent me nourrir. Qui peuvent me nourrir profondément. L'art du bonheur et l'art de la souffrance. Ces derniers jours, moi j'ai été, comme beaucoup je crois, un petit peu dans tous les sens, avec beaucoup de choses différentes et variées. Très magnifiques, mais qui prennent du temps et de l'énergie. Et je me suis sentie très fatiguée à plusieurs moments. Et quand ça fatigue, il y a le mental qui part aussi. Hein. Fatigue de se soucier de ceci, de cela, de machin. Et je marchais dans Lausanne hier, et avec comme ça, cette fatigue-là. Et puis il y a une cloche d'église qui a sonné. Alors moi, faut que vous sachiez que moi, je suis formatée à m'arrêter quand il y a des cloches. Hein, au village des Pruniers, il y a des cloches qui sonnent tout le temps. Et notre pratique, encore une fois, pour cultiver cet arrêt, parce qu'on est formaté à courir. Du coup, il faut formater à faire l'inverse. Hein. Comment est-ce que je cultive cette graine de pleine conscience et d'arrêt? En trouvant des petits trucs. Et au village des Pruniers, on a trouvé la cloche.
Du coup, à chaque fois qu'on entend une cloche, on s'arrête et on respire 3-4 fois. Et après, on reprend l'activité. Si on est en train de manger, de parler, de marcher, peu importe, on s'arrête. Du coup, au début, si on n'est pas habitué, ça fait un peu bizarre. mais ça nourrit quelque chose de... Parce qu'encore une fois, on le fait ensemble. Hein. Ça crée une énergie collective de pleine conscience et de concentration qui est très forte. Du coup, j'entends cette cloche d'église hier, formatage, je m'arrête sur la place Saint-François. Et là, je vois que mon esprit est fatigué et qu'il est en train de beaucoup tourner. Et puis, il y avait des arbres très très beaux qui étaient tout en petites feuilles. Vous savez, les petites feuilles vertes, toutes tendres là, du printemps. Et je me suis arrêtée, je les ai regardées et je me dis, mais c'est ça, mais là, je peux choisir ou bien d'être dans mes pensées. Il ne veut plus que je parle. J'ai déjà passé le temps, c'est ça ou pas? Je peux choisir ou bien continuer d'être dans mes pensées, dans ma fatigue et de nourrir cette négativité, ou alors de prendre cet arbre qui est là devant moi et de m'en nourrir. De respirer avec et de prendre le temps, pas de sortir le téléphone. Regarde chérie comme c'était beau. Non, c'était pas ça. Hein. C'était on laisse le téléphone dans la poche et juste être avec cet arbre et me nourrir de cette beauté. Et là, bah ça m'a vraiment créé, ok, c'était ça l'art du bonheur. Je peux choisir, mais il faut que je puisse m'arrêter. D'où l'entraînement. Et ce que ça a fait, c'est que j'ai moins souffert. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Ça veut dire qu'on souffre mieux. Hein. Ça veut dire qu'on souffre peut-être un peu moins, mais que l'art de la souffrance, c'est apprendre à mieux souffrir. Parce que si je suis avec la pleine conscience, ça peut aussi être la pleine conscience de la souffrance, la pleine conscience de la colère. Hein. Au lieu d'être dans ma colère et de dire un truc qui, on sait, va faire mal à l'autre, parce que c'est ce qu'on fait quand on est en colère, je peux respirer et faire, du coup, pleine conscience de ma respiration. J'inspire et je sais que je suis en colère. Pleine conscience de la colère. J'expire et je peux même sourire à ma colère. Hein? Parce que je sais exactement où ça va aller. On l'a déjà fait plein de fois, on sait très bien le chemin où ça mène. Hein? De qu'est-ce qu'on peut dire, de qu'est-ce que l'autre il va dire aussi, et de toute l'escalation que ça peut faire. Et là, à la place de ça, parce que je me suis entraînée, hein, parce que j'ai la graine de colère, je l'ai aussi, elle peut être beaucoup plus forte que ma graine de pleine conscience, parce qu'elle a été beaucoup plus arrosée dans ma vie. D'où l'intérêt d'aller muscler cette graine de pleine conscience, pour pouvoir prendre soin et être avec. Et à ce moment-là, on souffre moins et aussi on apprend plein de choses. Parce qu'on est avec les choses. Et quand on parle de la méditation, c'est aussi de pouvoir être en contact avec la réalité des choses telles qu'elles sont. Hein? Je ne suis pas juste dans mes idées de la personne et mes idées de la colère, non, je suis simplement avec ma colère, mon émotion, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de mon ventre. Et peut-être que je vais trouver des choses. Peut-être que tout d'un coup, il y a des compréhensions qui vont venir. Hein, comme Rachel le disait très bien. Qu'on comprend des choses mieux sur nous-mêmes. Du coup, c'est la pleine conscience qui amène une concentration, qui amène une vision profonde sur les choses. Une vision plus profonde sur moi-même, sur les personnes avec qui je vis et sur le monde. Et tout ça avec la légèreté de cet art et une créativité propre à chacun et chacune. Je voulais déjà dire que j'étais très touchée qu'on soit ici, dans cette salle et dans cet endroit qui est dédié aux enfants et aux adolescents. Parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ne vont pas bien et de plus en plus de jeunes qui ont besoin d'endroits comme ça. Et que moi, je suis profondément... je pense profondément que si on arrive à être conscience plus de soi-même et de nos émotions, eh ben, ça peut énormément aider. Et que les enfants et les adolescents ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Du coup, très heureuse, merci de l'avoir fait ici. Et je voulais simplement terminer avec une citation qui est de personne de connue, c'est de ma grand-mère. Voilà. Qui était suisse-allemande et s'est convertie au catholicisme pour simplifier les choses avec
la belle-mère tessinoise catholique, et qui aussi, alors que mon père, j'ai 40 ans du coup, ça fait un petit moment, quand mon père était petit, s'était déjà intéressé au bouddhisme. Du coup, pour moi, une grande ouverture sur la vie et apprendre de la vie. Et elle a dit un petit peu à la fin de sa vie, quand elle pratiquait la méditation, elle disait « La méditation, c'est pas une hygiène de vie. La méditation, c'est une urgence. C'est une urgence pour le monde. » Alors, je voulais terminer avec ça, parce que je trouve que ça va bien avec le titre. Alors, merci d'être là. Merci infiniment à nos 3 invités pour ces éclairages. Voilà, j'espère que c'était inspirant. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment super intéressant de vous entendre toutes les 3. Merci beaucoup. On va échanger un petit peu. Moi, j'ai préparé 2-3 questions pour vous. Vous pouvez aussi, voilà, si vous êtes inspirés, vous poser des questions les unes aux autres. Il y a plein de choses qui sont sorties déjà de ce que vous avez évoqué. Je trouvais ça intéressant que vous ayez évoqué les enfants. Alors évidemment, on est dans la MEA. Et vous avez parlé de cette idée que vous êtes plusieurs d'entre vous, que voilà, on a cette petite graine à l'intérieur, qu'on est peut-être avec cette petite graine de conscience. Et c'est vrai qu'on entend parfois, et tu l'as dit vite fait Camille, mais je voulais peut-être te demander de revenir là-dessus, on entend parfois que les enfants sont pleinement conscients, en fait naturellement, et puis qu'on perd cette aptitude en grandissant. Donc déjà, je voulais voir un petit peu, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste un truc qu'on dit, et puis si c'est vrai, qu'est-ce que ça dit en fait un petit peu, pourquoi est-ce qu'on perd cette conscience, qu'est-ce que ça dit un petit peu sur le monde dans lequel on vit, sur la société dans laquelle on vit, si on a cette aptitude qui est bonne pour nous, et puis qu'en fait on la perd en grandissant. Alors je peux peut-être... Je l'ai en mute. Alors, je peux peut-être effectivement juste commencer, puis vous compléterez. Mais alors, c'est vrai que cette tendance, en fait, parce que tout ce que vous avez magnifiquement décrit, c'est vrai que ça va effectivement au-delà donc simplement d'un outil voilà, clinique. Donc, c'est toute une posture. Et puis, c'est vrai que les enfants, en fait, sont naturellement dans le moment présent. Donc, eux, ils sont beaucoup moins en train d'anticiper la suite. Ils n'ont pas le cortex préfrontal pour. Et ils sont beaucoup moins dans les ruminations de « j'ai mal fait », etc. Ils n'ont pas, en fait, le cerveau qui va, en fait, développer au moment de l'adolescence, qui est donc mon sujet favori de discussion sur comment le cerveau se développe à l'adolescence et met en place, en fait, toutes ces compétences alors, de régulation émotionnelle en lien avec le cortex préfrontal, mais aussi, avec ça va la planification, avec ça va l'inquiétude du futur, etc. Et donc, en fait, naturellement, les enfants et l'humain va devenir moins dans l'instant présent, puis plus dans la planification, dans l'analyse de ce qu'il a fait avant, etc. Et c'est vrai que cette posture, c'est aussi quelque chose à part ça qu'on mesure avec des questionnaires. On dit en anglais trait mindfulness, donc la tendance à être naturellement plus ou moins mindful, et on l'est tous différemment. Hein. C'est aussi une manière, une différence d'une personne à l'autre, d'être plus ou moins naturellement méditatif ou pas. Et donc on sait que quand on mesure ça, effectivement, c'est quelque chose qui va diminuer à l'adolescence et qu'on doit, oui, si on veut, le recultiver, le reapprendre. Voilà, donc nous, on est convaincus qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut aider. Alors moi, un des questionnements que j'ai, c'est pourquoi est-ce que maintenant, dans nos sociétés actuelles, on doit réapprendre ça? Est-ce que dans le passé, il y avait peut-être aussi d'autres manières de garder cette graine de mindfulness, en tout cas pour certains. Ouais, justement, est-ce que c'est cette société qui s'accélère, dans laquelle on n'a pas on est pressé comme des citrons, on n'a pas le temps est-ce que c'est ça qui fait qu'on perd cette aptitude? Alors, ou est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'il y a des raisons de croire qu'à d'autres époques c'était différent ou pas? Ou est-ce qu'en fait ça a toujours été comme ça, puis en fait c'est simplement lié au développement du cerveau, puis c'est naturel? Alors, je continue, mais après je vous passe le micro. Mais alors, je pense que, disons, le fonctionnement global du cerveau, il n'a pas changé tant que ça quand même. Par contre, je pense aussi que les gens avaient d'autres manières de cultiver ça, alors que quand même la société s'est accélérée, que les stimuli qu'on reçoit se sont accélérés, ça c'est évident. Et puis il y a des choses qu'on a perdues, hein, la spiritualité, la connexion sociale, il y a des choses qui sont beaucoup moins présentes qu'avant. Et donc, voilà, je pense qu'on a peut-être besoin de passer, et je suis aussi convaincue que si tout le monde faisait un peu de mindfulness, la société serait meilleure, n'est-ce pas?
Mais voilà, je pense que c'est aussi un petit peu oui, triste de se dire qu'il faut qu'on repasse par ça pour ouais, corriger quelque chose. Avis personnel. Oui, je suis tout à fait d'accord, je partage ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'il y a aussi il y a cette dimension zapping. Je vois aussi, j'enseigne aussi à des enfants entre 7 et 12. C'est terrible parce qu'en fait, il y a de l'information tout le temps, on a accès à tout, donc déjà en tant qu'enfant, hein. Nous, adultes, encore plus parfois, on est happés par ça. Et puis, il y a une sorte de paradoxe aussi quelque part, c'est que on est avec une intuition, parce qu'on parle de spiritualité, donc d'intuition aussi, hein, de connexion à soi-même, à notre environnement, au monde, à tout ça. On est avec cette intuition et puis quelque part avec tout ce qui est normé, avec tout ce qu'on nous demande, toutes les attentes qu'on a dans cette société, que ce soit au travail ou déjà même à l'école, hein, faut fonctionner d'une certaine manière, et ben, on se coupe un petit peu de ce qu'on est vraiment, on se coupe de cette intuition, on se coupe de ce droit quelque part à fonctionner selon ce qu'on éprouve, de juste pour nous-mêmes, et puis on s'éloigne un peu de nous-mêmes comme ça aussi. Et du coup, on s'autorise moins, et on s'autorise aussi moins à s'arrêter. Alors, je ne sais pas comment c'était avant, est-ce que peut-être justement il y avait d'autres manières de fonctionner, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un contre-pied aussi, vraiment, quoi. Je trouve qu'il faut vraiment faire cet effort pour revenir. On a été un peu coupé de ce qu'on est, il faut y revenir. Tu veux dire quelque chose, Caroline? Oui, et alors... C'est bien, on parle bien de notre culture occidentale, parce qu'il y a tout plein de cultures, je pense, qui le vivent différemment aussi. Mais moi, je pense qu'il y a aussi, après, rien d'étonnant, mais l'Internet, comme le téléphone et tout ça, c'est des trucs, des stimuli qui, je suis sûre qu'avec le cerveau, ça fait des choses... Wow. Et le fait qu'on soit vachement plus en ville, hein, déjà, pour tout le monde, on entend souvent, voilà, quand je suis dans la forêt, quand je suis au bord du lac, quand je suis posée par terre en train de regarder le ciel étoilé, il y a aussi quelque chose de différent qui se passe dans ma tête, dans mon corps, naturellement, sans que j'ai rien besoin de faire. Hein. Alors après, oui, c'est peut-être que ça repart, mais il y a un moment où les éléments à éléments, hein, on est aussi des êtres d'éléments. Du coup, le fait qu'on soit plus trop dans nos éléments naturels, c'est étrange. Ça aide pas. Ça n'aide pas. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que le fait de passer du temps dans la nature, ça a énormément de bienfaits pour la santé mentale. Et il y a même maintenant des pratiques, telles que de faire des bains de forêt, d'aller se promener dans les bois en pleine conscience. Hein, c'est l'aspect important de cette pratique qui fait énormément de bien. Donc on voit, c'est des élans comme ça de retour un petit peu à des aspects plus naturels. Un autre aspect que je trouve qu'il est important d'aborder ici ce soir, et pareil Camille, tu l'as mentionné rapidement dans ta présentation, c'est cette idée de la pleine conscience en tant que sparadrap. Donc la pleine conscience, oui, c'est une pratique qui peut faire du bien, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, je pense, mais c'est une pratique individuelle, donc c'est quelque chose qu'on fait au niveau soi-même pour se faire du bien. Et le risque, c'est de proposer la pleine conscience comme solution dans des contextes en fait problématiques, voire toxiques ou malsains. Et d'utiliser, c'est l'exemple typique, c'est les cadres de travail ou les entreprises qui vont avoir une charge de travail bien trop élevée pour leurs collaborateurs, collaboratrices, et puis qui vont proposer les mercredis mindfulness, de midi à midi et demi, vous pouvez venir pratiquer la mindfulness dans la salle de pause, et puis retourner surtout travailler très vite. Et donc, c'est comment est-ce qu'on sait, en fait, ça c'est un exemple peut-être un peu stéréotypique, mais comment est-ce qu'on sait à quel moment est-ce que en fait, la pleine conscience, c'est plus la bonne solution? À quel moment est-ce qu'on peut se dire, ok, là je suis dans une situation un peu stressante, je vais utiliser la mindfulness comme ressource et ça peut être bien pour moi. Et à quel moment est-ce que en fait, la pleine conscience, c'est plus une solution qui est acceptable dans certaines situations? Comment on peut savoir pour soi-même? Tu veux dire quelque chose, Comme tu veux. Je pourrais dire après. Alors c'est vrai que moi ça me touche parce qu'en tant que thérapeute de formation plutôt systémique, j'ai quand même souvent cette vision plus globale et puis je suis convaincue que c'est important d'avoir des outils individuels, mais
c'est vrai aussi que ça ne peut pas toujours résoudre des problèmes systémiques. Pour répondre à cette question en particulier, voilà, encore une fois, il n'y a pas de contre-indication à développer ces compétences de gestion du stress, par exemple. Mais par contre, oui, de ne pas se retrouver dans des situations où en fait le stress va dépasser. Ça permet effectivement d'avoir du recul, hein, notamment de pratiquer la méditation pleine conscience. Mais d'abord, il y a des histoires de niveau de stress. Et puis, moi, quelque chose qui me questionne aussi, parce que je travaille dans un hôpital public dans lequel la vision, elle est d'être là pour la collectivité, en fait. Et donc, je me suis posé la question à titre individuel, en fait, dans cet hôpital qui met quand même pas mal de... Enfin, on est dans un contexte qui est assez lourd et assez chargé. Et donc, voilà, à la fois, on nous dit, il faut trouver des ressources individuelles pour supporter tout ça. Et puis, ça risque quand même de diminuer l'implication de la collectivité, même si la mindfulness, parce que les détracteurs de la mindfulness des fois disent, le problème c'est que ça referme sur quelque chose de très individualiste en fait, hein, de vouloir se développer soi-même et puis de ne pas s'intéresser à ce qui se passe. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que dans la posture de la mindfulness, il y a vraiment cette attention à l'autre et cette bienveillance envers les autres, donc c'est aussi quelque chose qu'on cultive, donc qu'on peut cultiver, parce que je ne suis pas sûre d'être la meilleure exemple de pratique. Mais voilà, en tout cas, cette question de la balance, de l'équilibre, pardon, entre le côté plus centré sur soi du développement personnel et puis cet esprit quand même de collectivité dont on a vraiment besoin actuellement, c'est une question pas simple. Je ne sais pas si tu as une réponse. J'ai pas de réponse, mais j'ai plein d'idées. Alors pour moi, pour être extrêmement honnête et sincère, c'est qu'on a mis la pleine conscience et qu'on a oublié d'autres choses qui sont très importantes et qui font partie de la pratique de la pleine conscience. On parlait, Rachel l'a mentionné, je l'ai aussi mentionné, que la pleine conscience, ça vient avec la concentration et ça vient avec la vision profonde, avec un insight, avec une compréhension. Je m'arrête, je respire, je fais 3 respirations et je deviens consciente de ma respiration. Peut-être que la compréhension qui va venir, c'est « Ah, mais je suis vivante !» Je suis vivante, là je ne suis pas morte parce que je suis en train de respirer. Et c'est quand même assez cool de ne pas être mort là tout de suite. C'est une vision profonde très simple. Mais est-ce que je peux la générer ? La pleine conscience, ça vient générer des visions profondes comme ça. Si je fais de la pleine conscience et que c'est juste très très réduit à mes sensations physiques, à comment est-ce que je me sens moi maintenant, et si ça ne prend pas en compte cette vision profonde, cette compréhension des choses de moi-même et de mon environnement, des personnes avec qui je travaille, des personnes avec qui je parle, de mon environnement de travail, de ma famille. Comme j'ai dit tout à l'heure, la pleine conscience, c'est toujours la pleine conscience de quelque chose. Ça peut être la pleine conscience de mon environnement de travail et qu'il y a un truc qui colle. Comment est-ce qu'ensemble, en tant qu'équipe, on peut aller générer cette pleine conscience et aller regarder un problème en restant ancré à l'intérieur de nous-mêmes, en restant ancré de voir que qu'est-ce qui se passe avec mes émotions, quand on parle des choses qui sont difficiles à parler. Et là, on fait de la pleine conscience des émotions, oui. Et de dire, je peux parler, je peux écouter en pleine conscience. Pour générer ensemble une vision profonde et une compréhension de quelque chose qui peut aider. Parce que si la pleine conscience, ça n'amène pas une action dans la positivité et compatissante, ça va toujours avec de l'action aussi. Pour moi-même, pour les personnes avec qui je vis et pour le monde. Encore une fois, c'est le rebelle-toi, il est important. C'est une révolution, vraiment. Moi, je peux ajouter un petit truc rapide. C'est vrai que la pleine conscience, ça se fait déjà pour soi, mais ça se fait dans le lien. C'est-à-dire le lien à soi-même, mais implicitement et forcément le lien à l'autre aussi. Donc ce qui est important, je pense, c'est que quand c'est fait dans une société, c'est que ça ne reste pas effectivement dans le cadre du cours d'entre 8 et 9, et puis qu'après ça se termine. L'intelligence émotionnelle, ce serait de pouvoir diffuser ça de manière à ce que ça crée une atmosphère, un lien différent, une manière d'être ensemble, d'être avec l'autre différente dans le cadre de l'entreprise. Et après, on peut dire ça aussi en dehors de l'entreprise, pour nous. Je
pas si vous avez déjà médité, ou quand vous prenez du temps pour vous, vous faites un point sur ce que vous éprouvez, etc. Vous êtes dans un lien à vous-même, mais forcément dans un lien à l'autre aussi qui évolue, qui change. Et c'est dans ce lien aussi que les choses se construisent, parce qu'il y a la question de l'altérité. On médite aussi, mais en fonction aussi de ce qu'on reçoit de l'autre. Donc c'est une sorte d'aller-retour entre nous-mêmes et le monde. Et je pense que ce qui est important, c'est que si on crée des moments de méditation comme ça dans les entreprises, c'est justement de cultiver cet esprit-là autour. Ouais. Sinon, effectivement, ça reste hypocrite. Hein. Ouais. Merci infiniment pour ces éclairages. Je pense que c'était vraiment super intéressant de vous entendre toutes les trois sur ces questions-là. Je vous propose qu'on passe au moment crucial de cette soirée, qui est le moment de pratique de la méditation. Donc on va gentiment éteindre les caméras, puisqu'on n'a pas besoin de filmer les gens qui méditent. Je passe du coup la parole à Karomai pour une vingtaine de minutes de pratique